Il y a des phrases qui, au premier abord, sonnent comme de la pure bienveillance, et pourtant, elles portent en elles un poison subtil. L'une de ces phrases est « Je ne fais ça que pour mon enfant ». Combien de fois l'avons-nous entendue, peut-être même prononcée nous-mêmes? Pourtant, cette phrase même peut devenir un piège. Car ce qui commence par l'amour et l'esprit de sacrifice finit souvent par de la dépendance, de la déception et un fossé douloureux entre les générations. Imaginez une mère qui a tout donné pendant des décennies, argent, temps, énergie. Et imaginez le visage de cette femme quand, dans sa propre détresse, elle réalise que de tout ce qu'elle a donné, rien ne lui revient. Un moment de désillusion, de larmes, de la question « Ai-je fait quelque chose de mal ?» C'est précisément là que réside le paradoxe. Les parents veulent offrir la sécurité, mais souvent, ils privent ainsi leurs enfants de la chance de devenir forts par eux-mêmes. Les enfants qui ne sentent jamais la tempête n'apprennent pas à se tenir face au vent. Ils grandissent sans la capacité de prendre des responsabilités ou de trouver leurs propres solutions. Et quand la vie devient dure, et elle le devient inévitablement, il leur manque les outils nécessaires. Ce qui était censé être une protection agit comme une chaîne invisible. Cette vidéo vous emmène dans un voyage à travers 3 grandes erreurs que de nombreux parents commettent, souvent sans s'en rendre compte. Il s'agit du piège de l'aide financière illimitée, de la prison du contrôle et du fardeau des rêves inassouvis que les enfants sont censés porter par procuration. Chacun de ces dons émane d'un bon cœur. Pourtant, leurs conséquences peuvent être destructrices. Pourquoi est-il important de regarder attentivement aujourd'hui? Parce que nous vivons tous dans une société qui change rapidement. En Europe, nous parlons de l'augmentation du coût de la vie, de générations qui vivent plus longtemps chez leurs parents, de familles déchirées entre le sens du devoir et le désir de liberté. Au milieu de ces tensions, la clarté est nécessaire. Les parents ont besoin de courage pour modeler leur amour de manière à ce qu'ils n'enchaînent pas, mais qu'ils donnent des ailes. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous ne découvrirez pas seulement ce que vous devriez éviter, mais aussi quels mots et quels gestes peuvent guérir une relation aujourd'hui. Des mots qui ne détruisent pas, mais construisent. Des actions qui n'affaiblissent pas, mais renforcent. Imaginez à quel point ce serait différent si votre enfant adulte vous disait un jour « Merci de m'avoir fait confiance. Grâce à toi, j'ai trouvé mon propre chemin. » C'est précisément là que nous voulons aller ensemble. Pourquoi parlons-nous de ce sujet en ce moment? Parce qu'en Europe, cela concerne de plus en plus de familles qui vivent dans un champ de tension entre tradition et modernité. De nombreux parents, qui sont aujourd'hui à l'âge de la retraite, ont travaillé dur toute leur vie. Ils ont traversé des époques où un revenu stable n'était pas une évidence. Cette génération a appris à économiser, à se priver et à persévérer. Il est donc compréhensible qu'ils veuillent offrir une vie plus facile à leurs enfants. Mais les conditions sociales ont changé. Dans de nombreux pays européens, l'espérance de vie a augmenté. Les parents sont aujourd'hui souvent une partie active de la vie familiale, bien au-delà de 70 ou 80 ans. Simultanément, les enfants adultes sont sous pression. Loyers en hausse dans des villes comme Berlin, Paris ou Rome, contrats de travail précaires, attentes élevées en matière de flexibilité. Il est naturel que les parents veuillent aider, mais c'est précisément à ce point que l'aide peut basculer. Le soutien devient un état permanent. Et ce qui était censé être une bouée de sauvetage peut conduire à la dépendance.
Nous ne parlons pas seulement d'argent ici. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus fondamental, de limites, d'estime de soi et de communication. Les enfants adultes ont besoin d'espace pour prendre leurs propres décisions. Et oui, aussi pour faire des erreurs. Car c'est seulement par les erreurs que nous apprenons à prendre des responsabilités. Si les parents interceptent chaque décision, ils empêchent les enfants de grandir. S'ils couvrent chaque problème avec de l'argent, ils empêchent les enfants d'apprendre à trouver leurs propres solutions. Dans de nombreuses cultures européennes, il existe la croyance tacite. La famille doit toujours être là les uns pour les autres. Cette idée est belle et importante, mais elle ne doit pas conduire les parents à perdre leur propre dignité ou les enfants à ne jamais apprendre à se débrouiller seuls. Un équilibre sain signifie « je t'aide, mais je ne résous pas ta vie pour toi ». C'est précisément l'objet de cette série de principes. Nous examinerons les 3 cadeaux les plus dangereux que les parents peuvent faire à leurs enfants et nous montrerons comment exprimer le même amour différemment, sans favoriser la dépendance. Il s'agit de petits changements dans le langage, de décisions conscientes dans la vie quotidienne, de l'acceptation de la liberté. Et à la fin, le message le plus important demeure. Aimer, ce n'est pas tout enlever, mais donner le courage à quelqu'un de suivre son propre chemin. Le premier principe est « pas d'argent inconditionnel ». À première vue, cela semble contradictoire. N'est-ce pas le rôle des parents de soutenir leurs enfants, surtout en cas de besoin? Mais c'est précisément là que réside le piège. Celui qui paie toujours, quoi qu'il arrive, prive les enfants de l'occasion de développer leur propre stratégie. Ils n'apprennent pas à planifier un budget, à constituer des réserves ou à trouver des solutions créatives. Au lieu de cela, une attente silencieuse se crée. Maman ou papa va s'en occuper. Imaginez une scène typique en Europe. Une grand-mère vit d'une petite retraite à Vienne. Chaque mois, elle vire plusieurs centaines d'euros à sa fille pour le loyer. Au début, ce n'est qu'une aide temporaire, puis cela devient une routine. Des années plus tard, la grand-mère elle-même n'a presque plus d'économie. La fille, en revanche, n'a jamais appris à gérer l'augmentation des loyers, car elle a toujours pu compter sur le virement silencieux. Au final, toutes deux sont piégées, l'une dans la pauvreté, l'autre dans la dépendance. Psychologiquement parlant, c'est un schéma qui affaiblit l'auto-efficacité. Les personnes qui ne traversent jamais de crise par elles-mêmes développent moins de confiance en leurs propres capacités. De nombreuses études montrent que la résilience ne se développe pas dans la sécurité, mais dans le fait de vivre et de surmonter les difficultés. Mais celui qui est toujours rattrapé ne vit jamais cette expérience. Cela ne signifie pas que les parents ne doivent pas aider du tout. Le soutien est précieux, mais il a besoin d'un cadre. En Allemagne, il existe l'expression « Hilfe zur Selbsthilfe », aide à l'autonomie. C'est précisément l'objectif, une aide qui renforce, pas qui affaiblit. Imaginez qu'un fils demande de l'argent pour une nouvelle voiture. Au lieu de virer immédiatement, le père pourrait demander « Combien peux-tu apporter toi-même ? Quelles alternatives as-tu examinées ?» Il signale ainsi « Je suis là, mais je ne prends pas tout en charge. » Une phrase possible qui apporte de la clarté dans de tels moments est « Je t'aide volontiers, mais seulement si tu m'expliques à quoi servira l'argent et comment tu comptes le rembourser ou le compenser. » Cette phrase n'est ni froide ni dépourvue d'amour. Au contraire, elle transmet confiance, respect et sérieux. Elle dit « Je te vois comme un adulte, capable de responsabilité. » Demandons-nous à ce stade, quand avez-vous aidé la dernière fois par amour, sans poser de conditions?
Et qu'est-ce qui aurait changé si vous aviez plutôt choisi des mots clairs? Peut-être auriez-vous ainsi donné à votre enfant la chance de grandir grâce à la situation. Si nous examinons ce premier principe plus en profondeur, nous reconnaissons un schéma récurrent. Les parents veulent aider immédiatement pour alléger le fardeau de leurs enfants. Pourtant, sans condition, l'aide perd de sa force. Dans de nombreuses familles européennes, cela se manifeste sous forme de virements permanents ou de cautions pour des prêts. À court terme, cela ressemble à un cadeau. À long terme, c'est comme un boulet au pied. Car celui qui ne ressent aucune conséquence ne développe pas de sens des responsabilités. Des observations issues de consultations familiales à travers l'Europe révèlent les enfants adultes qui ont toujours pu compter sur un soutien financier ont souvent mis plus de temps à s'établir professionnellement ou à construire des partenariats stables. L'explication est simple. Si la sécurité vient de l'extérieur, à tout moment, la motivation de trouver ses propres solutions fait défaut. L'argent qui circule sans accord clair ne remplace pas seulement un revenu. Il remplace aussi la volonté de surmonter les problèmes de manière autonome. Un exemple concret, un père en France a soutenu son fils pendant des années dans le développement de diverses idées commerciales. Tantôt c'était un café, tantôt une petite agence. Chaque fois, des milliers d'euros ont été versés, sans plan et sans remboursement. Au final, le père avait perdu ses économies et le fils se retrouvait toujours sans revenu stable. L'erreur cruciale ne résidait pas dans l'aide en soi, mais dans le fait que la question n'a jamais été posée. Comment gères-tu si ça ne fonctionne pas? C'est pourquoi il est utile d'introduire de petites questions directrices avant d'aider. 3 questions peuvent donc suffire à encourager la responsabilité. Pourquoi as-tu exactement besoin de l'argent? Comment vas-tu le rembourser ou le compenser d'une autre manière? Quelles alternatives as-tu explorées? Ces questions ne sont pas un rejet, mais une invitation à grandir. Elles signalent « Je te fais confiance pour que tu puisses y réfléchir ». Une phrase possible que les parents pourraient utiliser dans de tels moments est « Explique-moi ton plan, s'il te plaît, et ensuite, je déciderai si et comment je te soutiens. » Ainsi, l'accent se déplace. L'aide devient une tâche commune et non un devoir unilatéral. L'amour reste ainsi perceptible, mais il perd son aspect destructeur. Demandons-nous, serions-nous nous-mêmes plus forts si nos parents nous avaient toujours tout enlevé immédiatement? Ou ne sont-ce pas plutôt les moments difficiles qui nous ont fait ce que nous sommes aujourd'hui? C'est précisément cette chance que nos enfants ont aussi besoin. Le deuxième principe est « pas de contrôle total sur la vie des enfants ». Beaucoup de parents confondent la bienveillance avec le pilotage. Ils croient qu'en donnant des directives détaillées, ils créent de la sécurité. Mais en réalité, ils privent leurs enfants de la possibilité d'apprendre par eux-mêmes, de prendre des décisions et de grandir à partir de leurs erreurs. Le contrôle ressemble d'abord à un manteau protecteur, mais avec le temps, il se transforme en cage. Imaginez une mère à Munich qui, dès le matin, dicte à sa fille ce qu'elle doit porter, quels amis elle peut fréquenter et quelle matière elle doit choisir à l'école. Au début, la fille obéit, par respect ou par peur. Mais plus elle grandit, plus le vide en elle s'accentue. Qui suis-je vraiment si chaque décision vient de l'extérieur? Un jour, elle réalise qu'elle n'a pas sa propre voix. Une métaphore appropriée est celle du vélo avec des petites roues. Ces roues donnent de la sécurité tant que l'enfant est petit. Mais si elles ne sont jamais retirées, personne n'apprend à garder l'équilibre seul. Le contrôle est comme des petites roues
qui restent que montées trop longtemps. Elles empêchent l'indépendance. Bien sûr, tout enfant a besoin de règles claires et d'un accompagnement pendant ses jeunes années. Mais plus il grandit, plus il est important de lui laisser de l'espace pas à pas. Dans de nombreuses cultures européennes, le passage à l'âge adulte est associé à des symboles. Quitter le domicile, commencer une formation, avoir son premier logement. Si les parents ne lâchent pas prise à ces moments-là, le passage symbolique à l'âge adulte reste incomplet. Une phrase simple peut faire des miracles ici. Je te donne mon point de vue, mais la décision t'appartient. Elle établit une distinction claire entre le conseil et le contrôle. Le parent ne devient pas un donneur d'ordre, mais un accompagnateur. C'est précisément ce dont les enfants adultes ont besoin. Le sentiment que leur opinion compte et qu'ils ont le droit de faire des erreurs sans qu'on leur retire immédiatement la responsabilité. Demandons-nous, vous souvenez-vous d'une décision dans votre vie qui était risquée, mais que vous avez pu prendre vous-même? Quelle confiance en vous avez-vous tiré précisément de ce moment? Tout comme nous avons eu besoin de ces expériences, nos enfants en ont aussi besoin. Lorsque les parents lâchent le contrôle, l'incertitude surgit souvent. Beaucoup se demandent, si je n'interviens pas, est-ce que tout ne va pas mal tourner? Pourtant, c'est précisément là que se révèle la vraie force d'une relation parent-enfant mature. Il ne s'agit pas d'une distance totale, mais du juste équilibre entre proximité et liberté. En Europe, les psychologues parlent souvent de autonomie appropriée qui grandit avec l'âge. Un enfant de 10 ans a besoin de garde-fous différents d'un adulte de 30 ans. Celui qui ne respecte pas ces transitions risque la dépendance et la faiblesse intérieure. Mais comment les parents peuvent-ils agir concrètement? Une première étape consiste à ouvrir délibérément la discussion. Au lieu de proposer des solutions hâtivement, il est utile de demander « Souhaites-tu un conseil ou seulement que je t'écoute ?» Cette petite formulation change toute la dynamique. L'enfant adulte se sent pris au sérieux, les parents restent présents sans être dominants. Une deuxième étape consiste à permettre les erreurs. Les petites erreurs de jugement ne sont pas des catastrophes, mais des terrains d'apprentissage. Permettre à son fils de vivre par lui-même un projet imprudent mais inoffensif lui offre la chance de grandir grâce aux conséquences. Dans de nombreux centres de conseil, on souligne « L'absence d'erreur n'est pas le but de l'éducation, mais la capacité d'apprendre. » Une troisième étape concerne le langage. Celui qui utilise constamment des ordres « tu dois »,« tu ne dois pas », crée de la résistance ou de la résignation. Celui qui pose des questions « comment vois-tu les choses ? Qu'est-ce qui est important pour toi ?» ouvre des espaces de dialogue. Le langage n'est pas seulement un moyen de communication, mais aussi un miroir du respect. Une phrase pratique que les parents peuvent utiliser est « Je te fais confiance pour prendre ta décision. Je suis là si tu as besoin de soutien. » Cette phrase unit confiance et sécurité. Elle dit « Je ne te laisse pas seul, mais je ne te décharge pas non plus de la responsabilité. » Demandons-nous, n'avons-nous pas, en tant qu'adultes, appris le plus précisément de ces moments où nous avons dû agir sans filet ni double fond? Si nous nous permettons d'accorder à nos enfants des moments similaires, nous leur offrons ce qu'il y a de plus précieux, la confiance en soi. Le troisième principe est « Ne transférez pas vos propres rêves sur vos enfants. » Beaucoup de parents portent en eux des désirs inassouvis. Une carrière qui n'a pas été possible, des études qu'ils n'ont pas pu se permettre, un talent qui s'est atrophié dans le quotidien. Quand un enfant naît, l'idée surgit souvent inconsciemment.
Ce que je n'ai pas pu faire, mon enfant doit l'atteindre. Au premier abord, cela semble noble. Mais en réalité, l'enfant devient le porteur d'un fardeau étranger. Imaginons une mère à Vienne qui voulait autrefois devenir pianiste, mais a dû interrompre sa formation. Lorsque sa fille a 3 ans, elle la met au piano, jour après jour, heure après heure. La mère dit « Tu me remercieras un jour ». Mais que se passe-t-il réellement? L'enfant n'apprend pas ce qu'il aime, mais ce qu'il est censé accomplir. La joie se transforme en pression, la musique en devoir. Au final, la fille ne sait plus qui elle est, car les attentes de sa mère étouffent sa propre voix. Il en va de même pour les pères qui poussent leurs enfants vers des professions qui promettent sécurité ou prestige. Un fils qui veut devenir cuisinier entend constamment « Ça ne mène à rien, tu dois devenir médecin ». Le résultat, l'aliénation, la frustration, parfois même une rupture à vie. Car une vie qui ne suit pas son propre cœur reste vide, peu importe son apparence extérieure. La psychologie appelle cela la diffusion d'identité. Les enfants qui ne sont jamais autorisés à explorer leurs propres désirs perdent le sens de leur force. Ils ressentent un vide intérieur et se posent des questions comme « Est-ce que je vis ma vie ou seulement le rêve de mes parents ?» Cette confusion peut se prolonger jusqu'à l'âge adulte, avec des conséquences sur les partenariats, la carrière et l'estime de soi. Une phrase simple peut faire la différence ici. « Mon rêve m'appartient. Quel est le tien ?» Cette phrase ouvre un espace. Elle reconnaît que les parents peuvent avoir des désirs, mais que les enfants doivent suivre leur propre chemin. Elle crée du respect entre les générations et empêche l'amour de devenir un fardeau. Demandons-nous, avons-nous nous-mêmes déjà ressenti ce que c'est quand quelqu'un d'autre nous dit quel chemin nous devons prendre? À quel point ces moments étaient-ils plus forts, ceux où nous avons pu prendre notre propre décision? C'est précisément cette liberté dont nos enfants ont besoin, non pas pour nous décevoir, mais pour vivre de manière authentique. Pour comprendre l'ampleur de l'impact de ces principes au quotidien, il est utile d'examiner une petite histoire avant-après. Une famille à Prague était figée depuis des années dans un schéma. Les parents aidaient immédiatement leurs enfants adultes à chaque difficulté financière. Factures, dettes de loyer, même les voyages de vacances, tout était payé sans jamais poser de conditions. En même temps, les parents décidaient de presque tous les aspects de la vie de leurs enfants. Choix des études, partenaires, même l'éducation des petits-enfants. Et comme si cela ne suffisait pas, le rêve inassouvi du père, qui voulait pousser son fils vers une carrière juridique, pesait également. Le résultat de ces 3 dons était prévisible. Les enfants se sentaient en sécurité tant que tout allait bien. Mais à l'intérieur, il leur manquait d'orientation. Ils développaient peu d'initiative et ne considéraient plus en plus leurs parents comme des personnes autonomes, mais comme une ressource. Les conflits se sont multipliés. La confiance a diminué. Les parents, quant à eux, étaient épuisés, financièrement exsangues et remplis de déceptions silencieuses. Tous se sentaient dans leurs droits, et pourtant, personne n'était heureux. Après une consultation familiale, la dynamique a changé. Pas à pas, les parents ont commencé à introduire des conditions. Ils disaient par exemple « Nous vous soutiendrons volontiers si vous nous présentez d'abord un plan ». Ils ont appris à écouter au lieu de commander. Au lieu de donner constamment des conseils, ils demandaient « Voulez-vous mon conseil ou seulement que j'écoute ?» Et le père a posé un jour la question décisive. « C'était mon rêve, mais quel est le tien ?» Les premiers mois ont été difficiles.
Les enfants ont réagi avec frustration, car ils avaient l'habitude que tout soit réglé pour eux. Mais peu à peu, ils ont commencé à prendre leurs propres décisions. Le fils, qui jusqu'alors étudiait le droit à contre-cœur, a découvert sa passion pour le design graphique et a progressivement monté un petit studio. La fille, qui considérait jusqu'alors tout sauvetage financier comme une évidence, a commencé à établir son premier budget et à accepter de petits boulots. Et les parents, ils ont senti pour la première fois depuis des années qu'ils pouvaient non seulement donner, mais aussi recevoir. Respect, gratitude et un dialogue honnête. D'une relation marquée par la dépendance et la déception silencieuse, est née lentement une collaboration d'égal à égal. Cette histoire, avant-après, montre que le changement est possible. Cela demande du courage de briser les vieux schémas, mais cela en vaut la peine. Car ce n'est que lorsque les parents cessent de tout donner que les enfants commencent vraiment à grandir. Que se passe-t-il si les parents continuent à offrir les 3 cadeaux dangereux sans les remettre en question? Les conséquences sont profondes, non seulement pour les enfants, mais aussi pour les parents eux-mêmes. Psychologiquement, les enfants qui n'ont jamais à prendre leurs propres décisions perdent la capacité d'auto-efficacité. Ils finissent par croire « je ne peux de toute façon pas faire ça seul ». Cette attitude affaiblit non seulement la confiance en soi, mais aussi la résilience, la force intérieure à surmonter les crises. Pour les parents, ce schéma signifie une érosion silencieuse de leur dignité. Celui qui donne toute sa vie sans poser de conditions n'est plus, à un moment donné, perçu comme une personne, mais comme un moyen d'atteindre une fin. Au lieu de recevoir de la gratitude, de nombreux parents âgés en Europe entendent des phrases comme « Tu dois m'aider, c'est ton devoir ». Ce n'est pas dit méchamment, mais cela montre comment la relation se déplace, de l'amour et du respect vers l'exigence et la dépendance. À long terme, ce déséquilibre détruit le fondement de la famille. La confiance cède la place à la méfiance, les conversations sont assombries par les reproches et chaque conflit devient un test de loyauté. Les enfants qui n'ont jamais eu le droit de faire des erreurs développent souvent des peurs dans les relations. Ils évitent les décisions parce qu'ils n'ont jamais appris à assumer leurs responsabilités. D'autres, en revanche, se rebellent violemment pour reconquérir la liberté perdue. Les deux conduisent à la distance plutôt qu'à la proximité. L'identité aussi en souffre. Si un enfant doit vivre toute sa vie les rêves de ses parents, un vide intérieur se creuse. Un jour, il se pose la question « Qui suis-je réellement ?» Certains découvrent tardivement leur propre vocation. D'autres restent prisonniers d'un sentiment diffus de n'avoir jamais vraiment vécu leur propre vie. Cette prise de conscience peut entraîner une profonde tristesse et une rupture avec les parents. Pour les parents, il reste alors souvent le sentiment d'échec. Ils ne voulaient que le meilleur. Et pourtant, ils ont perdu une relation ou voient dans leurs enfants échouer. Cette amère expérience engendre des sentiments de culpabilité, parfois même de la résignation. Mais la vérité est, il n'est jamais trop tard pour changer les schémas. Les relations sont vivantes et elles peuvent se renouveler. Demandons-nous, voulons-nous des enfants qui se reposent en sécurité mais sont incapables de mener leur propre vie? Ou des enfants qui trébuchent peut-être mais apprennent à se relever? La réponse nous montre le chemin. Comment les parents peuvent-ils agir concrètement s'ils veulent changer le schéma? Le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais les premières étapes sont déjà possibles.
en 24 à 72 heures. Un plan simple pourrait ressembler à ceci. Le premier jour, prenez consciemment le temps de faire un petit inventaire de vos aides passées. Quel soutien avez-vous apporté ces derniers mois? Argent, décisions, conseils. Écrivez-le, noir sur blanc. Ce simple regard clarifie déjà beaucoup de choses. Le deuxième jour, choisissez une phrase concrète que vous utiliserez à l'avenir pour fixer des limites. Cela peut être par exemple « Je voudrais que tu m'expliques d'abord ta solution avant que j'aide ». Entraînez-vous à prononcer cette phrase à voix haute, afin qu'elle vous vienne facilement à l'esprit lors de vraies conversations. Le troisième jour, convenez d'une petite expérience. La prochaine fois que votre enfant viendra avec un problème, écoutez-le sans proposer immédiatement une solution. Laissez votre enfant nommer au moins 3 de ses propres idées avant de réagir. Ensuite, vous pourrez réfléchir ensemble à la suite. Ces petits pas font la différence. Ils montrent à votre enfant « Je te fais confiance » et vous vous montrez à vous-même « Je peux lâcher prise sans perdre la relation ». Récapitulons les 3 points les plus importants. Premièrement, un soutien financier inconditionnel prive les enfants de la capacité à prendre des responsabilités. Deuxièmement, un contrôle total les empêche de développer leur propre identité et leur confiance en soi. Troisièmement, le transfert de ses propres rêves fait des enfants des remplaçants et les empêche de vivre leur propre vie. Celui qui évite ces 3 pièges ouvre l'espace à des relations saines et à une véritable croissance. Et maintenant, regardons vers l'avenir. Imaginez ce que ce serait si votre enfant adulte vous disait un jour « Merci de m'avoir fait confiance pour trouver mon propre chemin ». Ce sentiment d'être témoin de l'épanouissement de ses enfants est peut-être le plus beau cadeau que les parents puissent vivre. Si vous avez trouvé ces réflexions utiles, nous vous invitons. Partagez cette vidéo afin que d'autres familles en Europe puissent également en bénéficier. Écrivez-nous vos expériences dans les commentaires. Peut-être avez-vous vous-même déjà traversé des situations similaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres histoires inspirantes et des impulsions pratiques pour votre vie de famille. Car au final, ce n'est pas combien nous donnons qui compte, mais combien nous laissons grandir par la confiance.